On est arrivé à la conclusion de cette JT. Donc, on va conclure avec une dernière question, Mazel, une question, pour nos enseignants. Elle a déjà été dite par M. Riyad tout au début de la JT. On va la reprendre maintenant. Voilà, l'ESI a toujours eu une vision orientée vers la non-spécialisation, c'est-à-dire qu'on étudie des options, non pas des spécialités. On ne s'approfondit pas beaucoup dans les options. Donc avec les 3 spécialités, c'était plutôt logique, mais avec l'ajout de la spécialité SID, il ne serait pas le moment d'en ajouter plus et d'aller plus vers la spécialisation. Pour moi, personnellement, je suis pour la non-spécialisation, d'accord? Parce que c'est spécialisation versus non-spécialisation, mais je pense que c'est peut-être que nous avons besoin de vous pour nous dire, parce que c'est eux qui sont consommateurs du produit. Mais moi, je vois, pour les 2 approches, que ce soit la spécialisation ou la non-spécialisation, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je pense que la non-spécialisation, bon, quand on dit non-spécialisation, notre formation est assez généraliste et bon, apparemment, elle donne quand même de bons produits parce que c'est le feedback que nous avons. Et puis après, si on est trop spécialisé, c'est vrai qu'on a un problème pour prendre du recul par rapport à tout problème qu'on doit résoudre, c'est mon avis. Bon, on a vraiment un problème de recul, on ne prend pas le problème dans sa globalité. Donc on a besoin d'être assez généraliste peut-être, mais en connaissant bien sûr les concepts fondamentaux. Et puis notre objectif dans la formation, c'est de mettre, c'est-à-dire c'est vrai qu'on est généraliste, mais quand même je pense que les fondamentaux y sont. Je pense pas qu'on ait un manque de quoi que ce soit. Peut-être que c'est vrai, on ne rentre pas dans tout ce qui est technologie, oui peut-être. Bon, et encore c'est peut-être, je laisserai mes collègues répondre. Peut-être qu'on rentre pas assez sur le plan technologique, mais une de vos camarades qui maintenant est en train de travailler dans une grosse boîte, bon, j'ai terré les noms parce que bon, qui elle me disait qu'à l'école, ça vous pourrez me dire ou pas, elle me dit que les personnes, quand on est à l'école, on suit pas forcément la technologie, donc elle me dit qu'on a l'impression que comme on connaît pas toutes les technologies, on connaît rien. Donc elle me dit c'est une course vers la technologie et donc des fois on va vers ça en laissant de côté les fondamentaux qui sont enseignés. Mais elle me dit elle a été recrutée, elle est passée par une phase de recrutement par une grosse boîte internationale et le recrutement, je ne savais pas, prenait 1 année. Et quand on lui a posé des questions, parce qu'elle est passée jusqu'à la phase finale, donc chaque mois ou chaque mois et demi, elle avait des entrevues parce qu'elle est passée à toutes les phases. On lui posait pas des questions sur la technologie, on lui posait des questions sur les fondamentaux. Et alors elle m'a cité des cours, bon elle a fait référence aux étudiants, me disait, et c'était marrant comment elle représentait les choses. Elle disait pas telle notion, elle me disait telle notion que nous avons étudiée avec Monsieur Zeggour. On m'a posé une question sur ça, telle notion que nous avions fait en recherche opérationnelle, telle notion. Donc ça veut dire que les fondamentaux y sont, mais c'est vrai que peut-être la partie technologique dont elle n'avait pas eu besoin pour le recrutement, peut-être que nous l'avons pas, peut-être qu'il faut faire un petit effort dans ce sens. Et puis moi, je voudrais juste poser une question à mes collègues qui sont de l'autre côté. Bon, nous, on est dans l'académique, mais combien de temps on prend combien de temps faut-il pour mettre, si vous voulez, pour qu'un ingénieur que vous recrutez soit opérationnel. Et est-ce que pour un étudiant de l'école, ça vous prend vraiment beaucoup de temps pour qu'il devienne opérationnel? Parce que c'est le souci d'un de nos alumni. Mais est-ce que ça prend autant de temps? Est-ce qu'on a un manque là? Est-ce qu'on a un manque à ce niveau-là? Parce que ça, c'est une question que j'ai posée, on n'a pas pu me répondre. C'est une excellente question parce que c'était ma remarque d'après. D'accord. Donc, si l'objectif est de rendre un ingénieur d'augmenter ses chances d'être recruté par exemple ou d'être opérationnel. Je pense que ça ne nécessite pas toute une spécialité ou un truc. Il y a eu Stanford, par exemple, qui a eu une bonne expérience,
qui avait Startup Engineering, c'est CS 184 par Balaji Srinivasan, qui justement était destiné aux étudiants qui voulaient créer une startup par exemple. Et donc ça faisait une sorte de balayage, ça partait de l'histoire des startups, la stack technologique, tous les utilitaires qu'il fallait savoir utiliser, Docker, Git, ce genre de choses, versionnement du code, ces bonnes pratiques. Et ça a augmenté les chances de réussite des ingénieurs diplômés, que ce soit pour créer une startup, ou ça les rendait beaucoup plus employables en sortant de l'école. Et donc, toute cette expérience, elle peut être condensée dans un cours. Il y a aussi MIT qui avait the Missing Semester, le semestre qui manque, et qui avait un cours justement sur le semestre qui manque. Tout ce que les étudiants doivent apprendre en intégrant le monde du travail, qu'ils auraient voulu apprendre avant. Et donc, ils font ça aussi, un module qui est enseigné et qui contient les outils qui ont une durée, une demi-vie qui est assez importante aussi. Mais tout ceci ne vaut rien si les fondamentaux sont pas là. La technologie, les gens qui savent versionner du code, machin, c'est pas ça qui manque. Mais donc, c'est complémentaire, disons. Pour rendre opérationnel, ça dépend de la fréquence de travail, ça dépend des projets sur lesquels est l'organisation, ça dépend de la cadence. Si c'est une organisation qui avance rapidement, qui travaille dur, les gens peuvent apprendre beaucoup de choses un temps très très réduit, c'est condensé. On a l'impression que c'est 2 ans alors que c'est 3 mois. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent. Bon, si c'est une entreprise ou une organisation qui a une cadence qui est un petit peu plus relaxe, on peut passer 20 ans sans forcément. Et donc pour rendre opérationnel, je pense que ça peut être condensé. Et ça peut être scalable justement en faisant des vidéos comme ça, une vingtaine de cours, une trentaine de cours. Après, l'investissement à il sera amorti. Parce qu'il y aura des générations d'étudiants qui vont... Et ça sera, quand ils sortent, ils seront des tueurs. Parce qu'ils seront vraiment faciles à recruter. Ils vont se démarquer, ils vont se... Je vais essayer de répondre à la question. Donc, pour mon cas et l'expérience que j'ai eue, les étudiants devenaient productifs très rapidement. Et parce que la force c'était ça, ce généralisme était la force. Par exemple, on pouvait avoir des problématiques de base de données. Je me retournais vers des étudiants de lycée, ils m'ont même partagé des cours sur YouTube qu'ils ont fait ici, sur base de données, ils avaient le knowledge pour faire des choses sur la base de données. Après, c'était pas des experts sur la base de données, ça c'est clair. Mais sur le besoin qu'on avait nous, donc ça représente un peu un besoin d'une entreprise, ce que je veux dire. J'ai pas la vision globale. Mais nous, c'était très très intéressant d'avoir des étudiants qui étaient généralistes et qu'on pouvait rapidement les intégrer dans les projets. Donc ça, c'était vraiment une force. Après, avec le temps, ils ont pris plus de responsabilités. Avec le temps, ils trouvent leur place dans l'entreprise, ils prennent plus de responsabilités. Après, ils se spécialisent naturellement par la force des choses dans l'entreprise. C'est pas le cursus qui les a spécialisés, c'est leur carrière qui commence à aller vers une direction. Et c'est le feedback que j'ai de cette expérience qu'on a actuellement. C'est pour ça que je suis très content de la formation moi, de l'école, parce qu'on a eu affaire à d'excellentes personnes. Juste, on recrute beaucoup de juniors. On est très friand des profils de l'ISI parce qu'ils correspondent aux besoins talents. Pour répondre un peu à votre question, l'aspect théorique est lié, on n'a pas de souci. Mais comme l'a dit mon collègue, peut-être qu'il y a l'aspect aussi technologique qui manque des fois. Mais certains profils sont tellement chadrés que quand ils viennent en entretien, ils se documentent déjà auparavant. C'est-à-dire qu'ils vont demander, ils se une technologie, donc automatiquement il va se préparer à l'entretien. Donc déjà on voit un potentiel fait. Après ils ne sont pas des fois pas spécialisés. Avec la force du temps, c'est des gens qui vont intégrer l'entreprise en tant que généralistes. Mais après ils découvrent une passion vers le data ou vers autre chose.
Mais le socle théorique qu'il y ait, on n'a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que certaines technologies manquent. C'est le sujet dont on débattait tout à l'heure. Le cœur métier internet, c'est le développement d'applications. Il y a le data aussi qui vient en second. Mais le iOS, on galère. On ne trouve pas. Le marché est à sec. Vraiment à sec. Donc c'est pour ça que sur certaines technologies, oui, ça pourrait aider certaines entreprises. Après, est-ce que des profils qui sont juste théoriques correspondent à un besoin? Ça dépend des entreprises et des organisations, hein, sincèrement. C'est pas une théorie qu'on pourrait l'appliquer à toutes les entreprises. Mais sur certaines technologies, oui, je vais un peu rallier le camp des étudiants et dire sur certaines technologies, il y a le JavaScript, je vous dis un exemple, le Node.js qui est un peu notre... On les a formés sur le tas aussi. Mais là, ça devient plus sur 2 ans, je vois qu'il y a beaucoup de changements. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à tout. Donc pour moi, un étudiant doit faire un effort personnel également. Comme a dit tout à l'heure mon collègue, bon, c'est des passions, c'est des choses qu'il développe et il doit aller vers ça. Comme vous dites, un étudiant qui vient chez vous mais connaît quelles sont vos préoccupations et qui se documente, c'est un plus. C'est-à-dire on apprend à apprendre parce que tout faire, c'est pas possible. Donc bon. C'est pour ça que je pose la question, mais s'ils arrivent à s'adapter et s'ils arrivent à apprendre seuls, c'est bon, ils ont le potentiel qu'il faut, ils vont y aller. C'est pour vous rassurer, et ils ont cette capacité à s'adapter. Sur ça, je peux vous le garantir. Parce que moi, mon expérience, j'ai fait juste une petite, c'est-à-dire que les entreprises, quand elles, certaines entreprises, on a eu déjà des discussions, en Algérie, elles sont très tournées technologie, mais pour avoir parler avec des étudiants qui ont fait des recrutements à l'échelle internationale sur d'autres types d'entreprises, on ne va pas vers la technologie, on va vers autre chose. Parce que cette technologie, soit on la leur donne, c'est pour ça que j'ai demandé, peut-être il y a des normes internationales, je ne les connais pas, le temps de formation après qu'un ingénieur sorte de l'école, je ne sais pas combien il faut de temps, il y a des normes, je sais, d'accord, pour qu'il soit opérationnel pour l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, peut-être que l'entreprise va investir sur certaines parties qu'il faudrait une compétence que l'ingénieur enfin, la compétence qu'on va lui rajouter. Parce que là, pour des recrutements dans de grosses boîtes, j'étais surprise par leur mode de recrutement. D'accord, vraiment, c'est pas du tout le même mode de recrutement, parce que des fois, on nous a fait ici des reproches il y a quelques années, parce qu'on formait pas sur telle technologie ou telle. Bon, je me suis toujours dit qu'on ne doit pas être technology driven, on doit être, voilà, c'est pour ça que je parle. Ce que je voulais dire dès le début, c'est pas que... Pas par rapport à vous, hein, c'est pas par rapport à vous, mais de manière générale, on nous fait ce reproche, les entreprises étatiques algériennes, entre autres, c'est par rapport à des technologies, pourquoi vous n'enseignez pas ça, cette technologie, pourquoi... Je pense que, bon... Ce que je pense, Anna, c'est que il faut peut-être faire avec l'étude du marché, les technologies utilisées en Algérie, peut-être dans le marché algérien, et de faire des projets, des TP qui traitent avec les technologies qui sont utilisées. Par exemple, développer des applications mobiles, je dis par exemple, Node.js parce qu'il est très utilisé, back-end, front-end, React Native par exemple. C'est pas que l'information des sites ou des technologies. La partie théorique, elle est très importante, on est tous d'accord. On est reconnaissant pour ça déjà. Mais la partie pratique, il faut se concentrer sur ce qui existe en Algérie. Parce qu'une personne qui veut être recrutée rapidement, il يكمل ses soutenants, un mois après qui dit pour le processus de recrutement, voilà où je t'arrive dire. J'ai le module flâni. Vous me comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien, très bien. Par exemple, le processus de recrutement des développeurs, on ne compte pas le nombre d'années d'expérience, mais on regarde la qualité des projets qui a été réalisé. C'est-à-dire que les développeurs seniors, ils chauffent le code, pas moi en tout cas, ils chauffent le code, ils voient la qualité du travail, que ce soit sur la partie back-end ou sur la partie front-end. Et c'est à ce moment-là qu'on va évaluer le potentiel de la personne. La qualité. Voilà, c'est la qualité du travail, elle est très importante. La qualité du travail vient de la théorie, ça c'est clair.
Mais après, à un certain moment, il va être confronté au marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il y a des tendances, qu'on le veuille ou non. Il y a des métiers qui émergent, il y a des technologies qui sont utilisées dans certaines entreprises parce que c'est comme ça, on doit suivre. On a eu des exemples d'entreprises qui n'ont pas suivi la digitalisation, je vais y arriver, ils sont rentrés dans le mur. Donc les étudiants, quelque part, on comprend un peu leur frustration. Ou plus peut-être. Et il va vers une entreprise où il a envie d'intégrer, on lui dit oui, mais la technologie, et oui, d'accord. Mais il doit y avoir, il y a un minimum. Comme faites une étude de marché, je trouve qu'est-ce qui se fait le plus. Il y a une tendance. C'est clair qu'il y a toujours une tendance qui va vers quelque chose de bien précis. Après, il y a aussi l'effort personnel aussi de la part des étudiants qui doit se faire. Le début, ou après. Mais effectivement, il y a entre la théorie et le marché, l'emploi c'est un peu, c'est un peu ça chavire. Des fois, on arrive à trouver le bon cap et des fois non. Moi, je pense que c'est un travail qui doit se faire des deux parties, les entreprises et les écoles. Voilà, les partenariats quand on les fait pas parce qu'on doit prendre des stagiaires ou non. C'est-à-dire qu'à travers les partenariats, on va, par exemple les thématiques. On a avec des thématiques, les filles peut-être même ça serait bien que début d'année, on se pose, les partenaires, voilà, durant l'année, ce qu'on va proposer. Et à vous de voir comment vous pouvez faire et à nous d'adapter aussi le besoin. Je pense qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, tout le monde là qui m'a en se mettant d'accord sur certaines pratiques, pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'il y a différentes manières d'apprendre. Si on est en train d'optimiser pour comment devenir opérationnel le plus rapidement possible en tant qu'étudiant, je pense que c'est très utile, c'est une approche qui est prouvée. C'est de faire un projet de bout en bout. C'est pas juste de faire une application, un jouet, c'est d'essayer de construire un produit. C'est en essayant de construire un produit et même de le commercialiser qu'on apprend beaucoup de choses. Ça commence par un petit prototype, après on commence à avoir des problèmes réels, après on se tourne vers les bases de données, des questions d'optimisation, des questions de compression, des questions de latence. Et ce qu'on apprend en essayant de livrer quelque chose dans le monde réel qui soit utile et d'essayer de la commercialiser aussi, même si ça n'aboutit pas. Ce qu'on apprend, c'est beaucoup plus que ce qu'on apprendrait en traitant la chose comme étant juste un exercice. Un exercice, c'est fragmenté. C'est un exercice de base de données, un exercice de machin, un exercice d'optimisation. Mais essayer de créer une expérience, intégrer une expérience de bout en bout, un produit réel. L'étudiant peut apprendre beaucoup de choses. Il peut apprendre les systèmes de gestion de dépôt, il peut apprendre l'optimisation, il peut apprendre le design, il peut apprendre l'art d'interviewer des personnes pour extraire les problèmes des propositions qu'elles ont. Les compétences à Domakam, elles sont très utiles. Et ça fait en sorte... C'est pour ça que les étudiants qui sont dans une entreprise, par exemple, ils avancent très très rapidement. C'est l'aspect réalité de la chose. Et ils apprennent beaucoup de choses parce que c'est un produit réel. Il y a c'est-à-dire des livrables, il y a des échéances, il y a ce genre de choses. Il y a des enjeux. Quand il y a des enjeux, les gens tendent à devenir très très efficaces. Le cours que j'avais cité, le CS 184, les étudiants devaient je crois en 3 mois ou 4 mois, devaient créer une micro-entreprise, une application, quelque chose, un produit réel qu'ils essayaient de commercialiser dans le cadre académique aussi. Mais le nombre de choses qu'ils apprenaient en essayant de faire ça, ils apprenaient à parler aux gens. C'est pour ça que l'expérience de la vente est très intéressante pour des étudiants comme ça. Avoir un petit boulot de vendeur en porte-à-porte, ça peut apprendre beaucoup de choses.
peut enseigner beaucoup de choses aux gens. Est-ce que je peux rajouter une remarque? Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que on m'a déjà contacté pour un poste de développeur mobile, pour un stack technologique que je ne maîtrise pas et j'étais très honnête avec eux que je ne maîtrise aucune technologie et malgré ça, ils m'ont recruté, ils m'ont fait un projet de 2 semaines et après ça, je suis devenue opérationnelle en quelque sorte. C'était un projet dirigé et c'est un alumni de lycée qui a fait ça et qui m'a contacté malgré j'ai aucune expérience dans le développement mobile et dans le stack technologique utilisé dans cette entreprise. Je pense que cette partie-là, elle doit dépendre de l'effort personnel de l'étudiant et non pas de l'université. Parce que l'idée de faire des TP à chaque fois sur la base des tendances dans le marché, je pense pas que c'est réalisable. Comment l'enseignant va noter l'étudiant, comment il va apprendre rapidement la technologie, je pense que c'est un peu irréalisable. Et ça, c'est table stakes. Ça, on n'en discute même pas. C'est-à-dire, ça, c'est acquis. Une personne qui a fait ses TP, qui a fait ses cours, on n'en parle pas. C'est pas un exploit ou c'est pas. Et donc, on est en train de voir est-ce que cette personne a une sorte de diligence, un certain perfectionnisme, une certaine niaque, un acharnement, une certaine constance dans le travail aussi. C'est pour ça que, comme disait la RH chez Assir, on examine le code. Est-ce que cette personne est une sorte d'artisan, justement? Est-ce qu'elle aime faire de belles choses? Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, pour la stack, que ce soit du Java ou que ce soit on ne dit pas que c'est transférable. Une compétence en Java, c'est forcément transférable à un autre langage. Ça, c'est pas forcément vrai. Mais pour les choses qu'elle fait, est-ce qu'elle les fait bien? C'est ça. Voilà, je vous remercie tous encore une fois. Donc on est arrivé à la fin de cette 4e édition de la journée tripartite. C'était un débat très fructueux, on a beaucoup appris. Je remercie aussi notre public, notre petit public. Voilà, merci pour votre présence, merci pour vos questions, vos interventions. Et voilà, j'invite mademoiselle Djihan Braoui, la coordinatrice de cette 4e édition de la tripartite pour un dernier mot pour conclure l'édition. Voilà. Merci à vous, en tout cas, c'était très bien, une belle expérience. Merci Vanessa. À travers ce débat très enrichissant, on a pu aborder ces 3 rubriques qui touchent un peu au large domaine de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données afin de bien concevoir cette spécialité afin qu'elle réponde aux besoins du marché. Je tiens à vous remercier Monsieur Jari Orta, Monsieur Toibia Kherdin et Monsieur Benatman. Et nos enseignants, Madame Benatba, Monsieur Chalel et Monsieur Ayes, ainsi que nos étudiants Riyad et Noria. Je tiens à remercier notre animateur Younes et toute l'équipe organisatrice aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci.